Tiens, aujourd'hui, je suis avec peut-être des sauveurs de vos week-ends de compétition notamment. Vous les voyez sur pas mal de compétitions. Donc là, si je les prends récemment, ils ont fait les Le 4, ils ont fait les Valmenières Showdown, ils ont fait aussi les Lyon Showdown. Bref, vous les voyez sur pas mal de week-ends. J'ai bien envie de parler de Eric Santé et Antoine Oliveri, que je me trompe pas parce qu'il m'a bien stipulé de bien le prononcer. Bravo. Avec moi, salut Antoine. Salut Quentin, merci de l'invitation, c'était cool. Ça Eh ben, me fait plaisir en tout cas. Ah ben ouais, mais moi ça me tenait à cœur parce que ça fait partie des choses aussi où vous faites partie des gens qui, on vous voit tout le temps en compète, on sait qu'on peut aller vous voir, mais on a plein de questions à vous poser, bien évidemment. En plus de ça, c'est ce que je te disais avant de commencer l'interview, il y a bien marqué sur votre page Instagram, collectif pluridisciplinaire de professionnels de la santé. Bon, bah là, je pense qu'on a réponse à peu près à toutes nos questions là, quand on va vous voir. Donc, c'est pour ça que je voulais vous avoir, en tout cas sur le podcast. Et comme vous faites un super travail, ça me faisait plaisir de vous inviter, évidemment. Bon, on n'a que toi. Je crois que vous êtes un très gros collectif. On va en reparler. Mais avant, il y a une habitude dans Drop-In. C'est évidemment l'AMREP. Tout le monde le connaît, hein, les auditeurs le connaissent. Toi, Antoine, je t'ai un peu pris, hop là, de court comme ça, tu connaissais pas vraiment, mais c'est pas grave. Ça me va. Et du coup, on va se faire un petit AMREP, on va se faire quelque chose pour se lancer, pour démarrer un peu l'interview de façon sympathique. Évidemment, il n'y a pas de question piège, attention, sauf peut-être la dernière, mais tu m'en rediras des nouvelles. Ça part. Allez. La boxe où tu t'entraînes? Kanda, CrossFit Kanda. Ah, CrossFit Kanda, excellent. On salue évidemment les Kanda Showdown. La prog que tu suis à CrossFit Kanda? Alors, pas vraiment de prog. C'est le coach Tukif qui me fait une prog altéro en ce moment, mais je fais pas la prog complète. D'accord, ok. Ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? Et bah, ça va faire 3 ans et demi là. 3 ans et demi, ok. Ouais. Ah, bah, on est à peu près ensemble, ok. Ça je vois, c'est sympa. C'est quoi ton premier sport? Je suis footeux, je fais 20 ans de foot. Ouais, on a tous des défauts. Ouais, bon, écoute, on va passer un peu vite. La question qui vient d'habitude dans le podcast, c'est tu vis du CrossFit, mais là, évidemment que je vais pas te poser ça, mais du coup, tu as un cabinet à côté, c'est ça? Tu es praticien de santé? Tout à fait, ouais. On est 8 dans un cabinet dans le Puy-de-Dôme, tout à fait. Ok, d'accord. Ton mouvement préféré au CrossFit? C'était ça. Vas-y. HSPU. HSPU. On a bien fait de te brûler et de te mettre le buzzer parce que HSPU, il y a que les fous furieux qui aiment ça. Ou les poids je rigole évidemment. Et puis du coup, la dernière question, mais ça c'est uniquement pour les stades de drop-in. Selon toi, on dit chocolatine ou pain au chocolat? Bah, pain au chocolat. Ouais, Évidemment. J'ai quand même peur que chocolatine. Bon, j'en aurai pas beaucoup, j'ai l'impression quand même cette année, mais au moins on aura répondu à ce grand débat. Est-ce qu'on dit chocolatine ou pas en chocolat? Peut-être un autre la saison prochaine, évidemment. Ouais. Bon, tiens, si on parle un peu de Eric Santé, comment vous avez eu cette idée-là? D'où ça part et qui en est à l'origine? Alors, on est 2 à l'origine de l'asso. En fait, on intervenait, mon collègue Alex et moi, sur des compétitions de CrossFit. Donc Alex est ostéo, moi je suis kiné. Et on est intervenu sur 2-3 compétitions en tant que bénévole pur, de sa boxe et de la mienne. Et après ces compétitions-là, on s'est dit, mais pourquoi on montrait pas quelque chose de plus professionnel, avec vraiment plus encadré, ce qui permettrait en plus d'être plus efficace, puisque voilà, on a eu tout de suite l'idée de la pluridisciplinarité. En fait, sur les compètes, on arrivait à bien se compléter, kiné et ostéo. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de créer quelque chose de plus pro en fait, de plus pro, même pour les compétitions, de savoir que voilà, ils faisaient appel à des professionnels de santé qui petit à petit allaient prendre l'habitude d'intervenir sur des compétitions, qui allaient être pour les organisateurs, là, ce qui était intéressant pour nous, c'était qu'on nous gérait tout de A à Z. Ils nous appelaient et en fait, à partir du moment où ils nous disaient vous êtes à ce stand dans cet endroit-là pour la compétition, on gérait tout et on s'est dit que ça pouvait être un gros confort pour les compètes d'avoir tout cet aspect-là qui était géré par une association. Donc c'est là. Ouais, donc d'accord, ok, donc ça vient de là. Et comment ça se passe quand les compétitions vous contactent, vous l'association, c'est un coup de fil,
comment ça se passe? Et d'ailleurs, combien de temps ça a pris? Parce que je pense que ça a dû mettre du temps avant d'avoir pas mal de compétitions qui vous appellent. Bah en fait, c'est un peu du cas par cas. Mmh. Au début, on avait donc les compétitions du coin, et puis après, quand on a créé l'asso, si tu veux, par exemple pour les Lions Showdown, ils avaient fait une story où ils cherchaient des kinés, des ostéos. Donc il y a un Ah. membre de l'asso l'a vu, on est rentré en contact. Généralement, en fait, on rentre en contact en message privé, et après on communique là-dessus. Au début forcément on a démarché, on a écrit à certaines compètes pour expliquer ce qu'on faisait, etc., etc. Et puis après petit à petit ça a été un petit peu l'inverse. Ça dépend en fait des compétitions. En vrai, ça dépend des compétitions. C'est énormément de bouche à oreille parce qu'en fait, tu sais, sur une compète, t'as énormément de monde. Donc quand ils voient, t'as beaucoup de honneurs et de mecs ou voilà, d'athlètes qui font qui organisent en tout cas des compétitions. Et quand ils viennent se faire soigner, ils discutent avec nous, et etc. Et après, on prend les numéros, et puis voilà. Et en fait, essentiellement, c'est comme ça. On avait commencé, la première grosse compétition, c'était les Lions, et il y a tellement de monde aux Lions, que forcément derrière, bah, ça débouche sur d'autres contacts et d'autres compétitions, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et moi, une question que je me pose, parce que bon, tu l'as dit, c'est une association, donc c'est sûrement à but non lucratif, évidemment. Donc je pense que vous prenez pas d'argent de la part des compétitions pour vous déplacer. Ou alors si, peut-être potentiellement, ils payent le déplacement. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Vous, sur place, vous faites pas payer les compétiteurs, il me semble, Alors, si je dis pas de bêtises. alors ça dépend. Mais En fait, d'accord. nous, justement, ce qu'on a créé au début, c'est que, alors l'asso est pas à but lucratif, mais en fait, si tu veux, on voulait justement que déjà personne paye, aucun membre de l'asso n'est à payer, et même si l'asso est à but non lucratif, ça permettait quand même de rémunérer certaines personnes qui intervenaient. Ok, parce que Hmm. comme tu l'as dit, on a nos cabinets. On n'a pas forcément besoin, en plus de travailler les week-ends. C'est vraiment essentiellement dans la santé, il y a beaucoup de passionnés de CrossFit, mais on voulait pas travailler à perte non plus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on demande quand même. En fait, ça dépend des compétitions. Plus la Hmm. compétition va participer financièrement, moins nous derrière, on fera payer les athlètes. Parce qu'en fait, sur des compétitions, on fait payer les athlètes, mais c'est des tarifs qui sont beaucoup plus faibles que s'ils venaient au cabinet. Ouais. Au début, on était sur des tarifs vraiment très faibles. Là, on a un petit peu augmenté parce que bah, aussi le coût de tout a augmenté. Quand moi, voilà, on est allé acheter du strap, là, voilà, tout augmente. Donc le but, c'est qu'en fait, les compétitions participent financièrement Hmm. aussi, parce que en plus de ce qu'on s'est dit avec les membres de l'asso, une compétition qui est prête à mettre de l'argent dans la santé, c'est généralement une très bonne compétition. Nous, on n'a jamais eu de compétition où ça a été bâclé, justement parce que je pense qu'ils prennent aussi l'aspect santé en jeu, et Hmm. c'est ce qu'on essaie de leur dire. C'est ce qu'on essaie de leur dire. Donc voilà, généralement les compétitions, en fait, certaines compétitions participent tellement financièrement que derrière on fait même pas payer. Elles sont pas nombreuses, mais certaines compétitions participent énormément, et du coup ils nous logent, nous des frais, etc., nous font à manger, et donc du coup dans ces cas-là, bah, les athlètes payent absolument rien du coup. Ouais. Ouais, je vois. Donc en fait, l'objectif, on dit faire payer depuis tout à l'heure, mais vous, votre seul objectif, c'est de rentrer dans vos frais, donc les déplacements, le logement, la bouffe sur place et potentiellement bah, tous les consommables que vous pourriez avoir besoin d'utiliser pendant le week-end, quoi. Et voilà, et les jours de congé que les membres de l'asso sont obligés de prendre aussi, parce que du Effectivement, coup s'il y a une fermeture de cabinet, ouais, effectivement, voilà, ouais. tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est obligé, enfin, on les rémunère à ce titre-là. C'est-à-dire que typiquement, Valmeunier, qui est une super compète, qui est sur 4 jours. En fait, Ouais. on peut pas ne pas travailler pendant 2 jours, entre guillemets, enfin, du coup 4 jours bénévolement, et tout défrayer le reste, ça paraît compliqué. Et pour la Mm. pérennité aussi donc bien sûr, on gagne beaucoup moins qu'au cabinet, mais voilà, ça paraissait important pour nous que les membres partent pas avec rien du tout, quoi. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et c'est bien d'en parler parce que c'est bien, je trouve aussi, de percer un peu toutes ces bulles, entre guillemets, nébuleuses où les gens ils savent pas trop, ils se disent ah, ils viennent là pour faire de l'argent sur notre dos. Non, 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 vous venez là juste pour compléter ce que vous avez fait entre guillemets, entre passionnés, hein, c'est voilà, ça. c'est le mot que je cherchais. Et le but, c'est vraiment d'aller aider les compétiteurs sur place pour que ça ne leur coûte rien. Donc en plus, vous imaginez, vous avez quasiment une petite séance gratos, entre guillemets. Je Ouais. mets bien des grosses guillemets. Maintenant, on nous voit, on nous filme, donc grosses guillemets. C'est ça. Ouais, et puis tu Parce sais, que les gens à 90%
10% des gens, ils nous disent que les tarifs sont pas élevés, hein. Donc, Ouais. si vraiment tu as une grosse douleur lombaire ou un gros point qui te gêne et que tu payes un tarif dérisoire, ça paraît plus cohérent. Nous, on veut vraiment pas. On sait que déjà pour les compétiteurs, c'est quand même des budgets, les compètes. Donc en fait, au-delà de ça, même si on voulait mettre les tarifs plus élevés, je pense que ça marcherait pas parce qu'en fait, on débourse tellement. Tu peux pas arriver et demander 50 euros pour une séance à quelqu'un qui a déjà dépensé ça c'est une compète 100 euros pour l'inscription, le logement, etc. Ils peuvent pas non plus. Voilà. Donc de manière générale, c'est pour pas. En fait, on essaie de trouver le juste milieu, tout simplement, Ouais. pour tout le monde. Oui. C'est tout. Bah oui, évidemment, évidemment. Tiens, du coup, on parlait de pluridisciplinarité depuis tout à l'heure de professionnels de santé. Donc, vous êtes plusieurs types de professionnels. Combien vous êtes au total dans l'association? Combien vous êtes à intervenir potentiellement les week-ends? Et quelle est cette pluridisciplinarité? Quel corps de métier vous avez au niveau de la santé? Alors, je vais répondre sur les métiers d'abord. Oui, On a 5 professions essentielles. On va avoir d'accord. les kinés. Mhm. Du coup, on a kiné, ostéo. C'est on va dire les deux métiers les plus représentés. On a Ok, aussi pas mal de masseurs sportifs. ok, oui, Des masseurs sportifs. On a des infirmiers aussi. ok, ah ouais. Et on a une podologue aussi dans l'équipe. Ah, Donc, intéressant ça. voilà. En fait, c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un petit peu de tout. Et donc du coup, on partage aussi nos connaissances parce que moi, typiquement, en soins infirmiers, j'étais pas du tout calé. Hmm. Certains ostéos sur les straps, pas calés. Donc voilà. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce qu'à chaque week-end, en fait, on apprend des choses sur pas mal de domaines. Mhm. Et là, au niveau des membres, on n'est pas loin de 25 là. Ah On n'est ouais, pas loin de 25, donc en fait, en fonction des compétitions, on fait des équipes différentes, ouais. en fonction des dates, parce qu'au final, ça va répondre à ta dernière question, combien on est sur les compètes, en fait, c'est en fonction du nombre d'athlètes. En fonction du nombre Mhm. d'athlètes, là, on voit avec la compète ce qui est pour nous judicieux, parce que typiquement, les Lions, ils vont être énormément cette année, par exemple, typiquement, ou même Palmenier. Et donc du coup, là, on voit avec eux ce qui nous paraît pertinent et en fonction, on envoie le nombre de professionnels de santé et on essaie de répartir de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on va pas envoyer 5 ostéos et à l'inverse, envoyer une équipe sans ostéo ou sans kiné. Enfin voilà, on essaye de trouver à chaque fois une équipe qui nous paraît cohérente. Et puis bon, pour le moment, tout le monde s'entend bien, donc au niveau des affinités, il n'y a pas de problème. Mais voilà, au niveau des corps de métier, d'être un petit peu cohérent, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, je suppose que vous avez anticipé parce que là, on en a parlé dans plusieurs podcasts. Les compétitions, elles se multiplient en France. Il y en a énormément. Il y a même des week-ends où il y a 4, voire 5 compétitions. Mm. À 25, je pense que vous pouvez y arriver. Mais si vous avez un week-end où tout le monde vous appelle, va falloir faire des choix. C'est quoi? Comment vous priorisez les compétitions? C'est au premier arrivé, ceux qui sont là depuis longtemps? Comment ça se passe? Est-ce que même vous êtes capable d'anticiper, de pouvoir gérer un week-end où il y a beaucoup de compétitions? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir plusieurs compétitions en un Mm. week-end? Ah en fait, de manière générale, on donne jamais notre accord à la compétition tout de suite. C'est-à-dire qu'on dit Hmm. alors sauf si c'est prévu, c'est généralement prévu à l'avance, mais même on leur dit bon écoute, on vous redit très vite, mais on préfère être sûr qu'il y ait une équipe plutôt que dire on vient et puis en fait se retrouver tu vois Hmm. bloqué. En fait nous, voilà, pour moi c'était pas du tout possible d'agir comme ça. On anticipe toujours au sein de l'équipe avant de donner une réponse ferme et définitive, sachant que c'est pas une semaine avant. Donc là, les compétitions pour cet été, il y en a énormément déjà qui sont réservées. On a déjà commencé à faire les équipes jusqu'au mois de juillet là. Donc déjà, Ah oui. on anticipe quand même pas mal. Et comme on a de plus en plus de membres, on arrive quand même à pouvoir anticiper pas mal. Mais voilà, de manière générale, toutes les compétitions, ça s'est bien passé. C'est pas qu'elles sont prioritaires, mais nous, voilà, forcément, Hmm. on les fait passer avant parce que déjà ça se passe bien, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et puis, ils nous ont fait confiance, donc c'est à nous aussi de leur rendre cette confiance-là. Mais on n'est pas du tout fermé, quoi. C'est juste que en fonction des compétitions, on leur dit, écoutez, à cette date-là, il y a déjà celle-là, on va essayer déjà de se débrouiller. Et puis des fois, même sans parler de même week-end, il y a des week-ends où, si imaginons là, tu vas dans un coin de la France et le week-end d'après, est-ce que tu vas encore avoir envie de rebouger ou pouvoir trouver une équipe, les mêmes vont pas forcément vouloir y aller. Hmm. Donc ça s'anticipe pas mal. C'est un peu d'orga, mais en vrai,
on commence à être un petit peu rodé parce qu'on anticipe de plus en plus, quoi. C'est ce que j'allais dire. Là maintenant, vous commencez à être nombreux. Tu l'as dit, vous êtes 25, c'est ça, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. on est entre 20 et 25, le son Entre, exactement. ok, entre 20 et 25. Donc vous commencez à être nombreux. Par contre, au début d'Eric Santé, ça devait être autre chose. Vous deviez être à deux tous les week-ends quasiment à faire toutes les compétitions. C'est fatigant d'enchaîner autant, non? Alors, on a on a eu de la chance quand même en commençant, parce que moi, dans mon cabinet, en fait, j'ai eu très vite deux collègues qui étaient autres. En fait, je Ah, bosse pas avec Alex. J'avais deux collègues qui étaient déjà très motivés, et lui avait une collègue qui était motivée. Donc déjà, on s'est vite retrouvé à 5. Et après, moi, à Kanda, j'ai sympathisé avec du monde, dont Léna qui est infirmière. Bref, en fait, assez vite, comme Clermont est quand même, je trouve, une ville avec beaucoup de hmm, boxe, on a réussi à créer très vite un réseau, en fait. Et on a créé, si tu veux, l'asso au mois de septembre. Et notre première compète, c'était les Kanda Showdown de 2023, du coup que je te dis pas de bêtises, 2023, ouais. Et donc du coup, assez vite là, on était déjà nombreux en fait, et à partir de là, le noyau solide s'est créé. Et après, ça a été vite parce que après, t'avais la trêve, donc il y avait pas énormément de compètes jusqu'au mois d'avril-mai, et hmm. là, ça a commencé à se mettre en route. Voilà. Ok, ok, d'accord, je vois. C'était Et pour 2022, le... Kanda, pardon, excuse-moi. La première Ouais, compète, non, c'était t'inquiète. 2022. T'inquiète. Et du coup, là, chaque année, bon, je pense que du coup, comme vous avez créé ça il y a peu, mine de rien, je sais pas si vous avez un assez gros recul, mais par an, vous couvrez combien de compétitions? Tu l'as ça déjà un peu Ouais, ou bah c'est ouais, pas? parce qu'on a fait samedi la journée de l'assaut avec beaucoup de membres. Donc on a fait le résumé. Donc du coup, c'est cool, je le sais. Oui. Ouais, l'an dernier, on a fait 11 compétitions. Ok. Donc ça faisait, sachant que tu as une grosse période où il y en a pas, et où nous volontairement, en plus, pour nous aussi, on s'est dit que c'est bien de respecter cette trêve de janvier à mai. Donc du Hmm. coup, ça faisait 11 compètes en 6 mois et demi, 7 mois. Ouais, ça. Donc Ah oui. ça faisait, on a une grosse période, ouais, en août, septembre, enfin juillet, août, septembre, là, c'était sport. Et donc, du coup, pareil, c'est pour ça que les nouvelles compètes, on discute bien sûr avec elle. On a des nouveaux membres, donc c'est cool. On va pouvoir répondre, je pense, à ce besoin. Mais c'est vrai que c'était plutôt dense à cette période de l'année, ouais, Ouais, tu carrément. m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, là, sur l'année 2025, avec les compétitions que vous avez déjà bookées, avec celles sur lesquelles vous repartez potentiellement, je suppose que vous allez en faire plus que 11. Vous le savez déjà ou c'est déjà bien Bah, parti pour faire plus? en fait, il y a beaucoup de compètes. En fait, notre pôle, c'est pas priorisé aussi vite que le lieu, par exemple. Donc, en fait, Hmm. il y a pas mal de compètes. Là, on en a 4 officielles. Il y en a Ok. même cinq, mais il y en a beaucoup d'officieuses. Où, en fait, si Hmm. on est en discussion, on n'a pas non plus tout booké définitivement. Ouais. Certaines connaissent pas exactement leur date, etc., etc. Mais oui, on sera dans ces nombres-là. Sachant que nous, toutes les compétitions qu'on a fait l'an dernier se sont bien passées. Donc, il n'y a pas de raison Ok. qu'il y en ait. Bah, il y a malheureusement, bon, vous en aviez parlé aussi dans le podcast la dernière fois avec Thibaut, mais des Le4 qui malheureusement ne seront plus là cette année. Hmm. Voilà, il y a des aléas comme ça qui font que bah, ça peut peut-être diminuer. Il y a deux compètes qu'on a qui sont à la même date, alors qu'elles n'étaient pas l'an dernier. Voilà, il y a des petits trucs comme ça où il va falloir qu'on trouve un ajustement, peut-être séparer, du coup, comme tu disais tout à l'heure, faire deux équipes. Ouais. Mais voilà, ça sera, je pense, oui, à peu près les mêmes, mais je peux pas trop te répondre parce que généralement, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est sûr. Et tiens, en parlant d'avenir, si jamais il y a des gens qui sont professionnels de santé, qui sont dans les métiers que tu as cités plus tôt, ou peut-être même dans d'autres métiers, hein, qui pourraient vous intéresser aussi à ajouter à votre panel, comment ça se passe le recrutement pour venir chez vous? Est-ce qu'il y a un recrutement réellement? Est-ce qu'on vous envoie un message? Comment on peut vous rejoindre? Juste en nous écrivant. Il n'y a pas vraiment de recrutement, on n'a pas de critères, on fonctionne vachement à la confiance et voilà, si on s'entend bien, si on a les mêmes passions. En fait, on est vachement, on ne se prend pas trop la tête. Donc, si quelqu'un aime le CrossFit et dans la santé veut intervenir sur des compètes, bah, il a juste à nous écrire. Et puis après, voilà, la plupart des gens, c'est ça, ils nous ont écrit. Et puis on s'est dit, bah écoute, généralement, il y a un petit appel téléphonique Ouais. avec voilà, on échange, et puis en fonction de ça je dis bah écoute, si ça t'intéresse, tu me le dis, et puis après on adhère à l'assaut, et puis c'est parti, quoi. Il n'y a pas vraiment, si tu veux, de critères
y a pas besoin d'avoir tant d'expérience, tant d'années de diplôme. Nous, on n'a pas on n'a pas vraiment de critères de base. C'est vraiment les affinités. Et puis, bien sûr, les compétences. Mais moi, ça, généralement, en fait, on se rend compte que si la personne, au niveau de l'affinité, ça se passe bien et qu'elle est intéressée par le CrossFit, qu'elle est pratiquante, les compétences, souvent, ça va avec, quoi. C'est ce que j'allais dire. Le seul peut-être point de recrutement, c'est être pratiquant en CrossFit. Parce que finalement, si tu pratiques pas vraiment et que quelqu'un te dit ouais, je me suis fait l'épaule sur un snatch plus des ring muscle up, bon, Ouais, c'est pas compliqué, sûr mais qu'ils tu sais comprennent que, tous, quoi. mais du coup, au final, ça oui, t'as tout à fait raison, mais c'est pas non plus un carton rouge, c'est-à-dire que moi, mes collègues qui étaient au cabinet n'étaient pas pratiquants de CrossFit, et en fait, je leur expliquais les mouvements, et comme ils sont quand même, moi, ils étaient en plus, ils sont kinés du sport, mais au-delà de ça, ils connaissent quand même pas mal, voilà, ils sont sportifs quand même, et du coup, ça donne un point de vue différent, et ça me permet aussi de former, d'expliquer, donc, la plupart des gens en fait nous écrivent parce qu'ils sont fans de CrossFit de base, Ouais. mais s'ils le sont pas, en fait, c'est pas non plus. Après, on leur explique les mouvements et puis bon, au début ils sont un peu perdus et donc, mais assez vite en fait, les contraintes mécaniques, ils arrivent à les comprendre. Après, en effet, pour être vraiment spécifié en CrossFit, c'est mieux d'être pratiquant quand même. On va pas se mentir. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et puis ça, je sais que ces événements-là, comme ça, sur des grosses compétitions, de par des amis qui ont fait des études aussi d'ostéopathie notamment, être missionné à être envoyé sur des compétitions, ça permet de voir pas mal de nouveaux profils, pas mal de nouveaux cas qu'on connaît pas. Et c'est aussi très enrichissant quand on est débutant. C'est quelque chose que tu conseilles, toi, en tant que kiné un peu, on va dire, maintenant éprouvé, entre guillemets, mais qui est Ouais, là je suis depuis un bout de revenu. temps, qui a lancé cette initiative-là. Je sais que des débutants, ça peut être vachement intéressant pour eux. Ça leur permet de voir des blessures qu'ils n'ont peut-être pas forcément vues au quotidien. Et ça peut être vachement enrichissant. C'est quelque chose que tu confirmes? Tu es Ouais, d'accord avec ça? tout à fait, tout à fait. De manière générale, en plus, moi, je suis maître de stage et à chaque fois que j'ai des stagiaires, j'essaie de les emmener sur ces événements-là pour qu'ils voient vraiment un aspect totalement différent de la kinésithérapie. Et comme tu dis, en fait, ça, tu vois des choses. Déjà, tu dois agir plus vite, en fait, parce que bon, bah, le patient, Oui. tu vas pas le voir 3 jours après. Donc, c'est pas. Des fois, je leur dis, bah, cette manip-là, je la fais à ce moment-là, mais au cabinet, j'aurais fait différemment. Ce strap-là, je le sers comme de cette façon-là, mais si j'étais au cabinet, bah, j'aurais fait différemment. Voilà, il y a plein de choses où tu as tout à fait raison. C'est tout à fait différent. C'est hyper enrichissant. À chaque fois, ils me disent qu'ils ont progressé, qu'ils ont l'impression d'avoir progressé en un week-end, comme s'ils avaient fait 2 semaines de stage, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, on voit beaucoup de choses. En plus, comme tu l'as dit, le CrossFit, il y a beaucoup de mouvements. Donc en fait, il y a beaucoup de contraintes. Donc il y a jamais la même chose. Tu vas avoir quelqu'un qui arrive avec une douleur à l'épaule, bah en fait, c'est pas du tout le même qu'il y a qu'une minute avant. Donc, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment enrichissant et c'est d'ailleurs souvent des jeunes diplômés hein, qui ont envie de venir avec nous sur les compétitions parce qu'ils justement ils sont à la recherche d'apprentissage quoi. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, sur les compétitions comme ça, les blessures en CrossFit, est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que vous voyez à peu près tout le temps la même chose ou c'est souvent les mêmes bobos qui reviennent finalement? Et est-ce que quels sont-ils? Je suppose que les douleurs d'épaule, c'est le truc qui doit revenir quand même Ouais. assez régulièrement. Tout à fait. Ouais, c'est quand même. Alors, c'est jamais exactement pareil, mais enfin, c'est quand même les mêmes zones. Hein. Ouais. Les blessures au niveau de la coiffe des rotateurs, bien sûr. Ça, c'est la, c'est la base. C'est la base du crossfitter qui bourrine un peu sans bosser toute la technique et la mobilité et le renforcement accessoire. Donc, ouais, bien sûr, la coiffe des rotateurs. On a pas mal de douleurs aussi de hanches. Mmh. Euh, et lombaires, bien sûr. Les number one, ça reste quand même, en effet, la tendine des épaules, parce qu'en fait, l'épaule est une articulation qui est vraiment enfin, soumise à énormément de contraintes dans quasiment tous les mouvements de CrossFit, dans tous les axes, et elle demande énormément de stabilité et de mobilité. Et souvent, il y a un des deux, voire les deux, qui est pas bon. Et sur les bilans, on le voit. Et c'est, en effet, ouais, c'est le number one. Après, j'ai jamais, le CrossFit, c'est le seul sport où j'ai vu des douleurs partout. Périostite, tibia, douleur de cheville, douleur de poignet, douleur de pouce, douleur d'index gauche. Enfin, voilà, il y a de tout, quoi. Donc des fois, t'as un truc, tu dis, bah, à chaque compète, il y en a une ou deux qu'on découvre. Je dis, mais ça, on me l'avait pas fait encore. Mais voilà. C'est vrai?
Ouais. C'est vrai. Ouais, je te demanderai les demandes les plus saugrenues que tu as eues en compétition plus tard, mais j'ai envie de rester un peu sur ces blessures-là. Vous, pendant que vous êtes en compétition, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il faut intervenir vite, entre guillemets, il faut que la personne elle puisse être plus ou moins, en tout cas, essayer au maximum de la soulager pour le reste de la compétition. Est-ce que vraiment vous réussissez à avoir une vraie incidence sur les blessures que vous arrivez à avoir en compétition, ou vous essayez de réparer au mieux? Comment ça se passe? Quelle est l'idée de base? Je suppose que l'idée de base c'est d'essayer de le soigner, mais je pense qu'en une séance ça doit pas toujours être facile quand même. Ouais, bah là, dans ces cas-là, en fait, c'est là de l'importance du bilan, ce qu'on Mm. appelle le bilan. C'est-à-dire qu'assez vite, on fait donc, direct quand il arrive, un interrogatoire, etc. L'ensemble du bilan, on va lui poser des questions et tout ça. On va venir faire des tests, et en fonction de ça, déjà, on va lui l'informer. Là, par exemple, typiquement, là, ce que je vais te faire, ça va pas te soigner. Ça sera, ou alors voilà, on va essayer de limiter la casse ou autre en fonction d'eux. Mais le numéro un, c'est de dire, bah là, tu mets ton corps en danger. Pour nous, c'est pas pertinent de continuer. Déjà, c'est le un ou 2. Voilà, c'est le on-off. Et ça, c'est le job qu'on doit faire aussi pour nous. Et c'est aussi pour ça que je pense que certains organisateurs font appel à nous, c'est qu'on peut diagnostiquer et conseiller l'athlète, lui dire, bah là, pour moi, c'est pas pertinent pour ta santé de continuer. Parce que ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes qui passent à travers et qui sont prêts à se flinguer 6 mois pour un WOD. Et ça, c'est hyper dommage. Et ça, on leur dit, en fait, quel est l'intérêt. En plus, pour un WOD que tu vas mal réussir parce qu'on ne pourra pas te soigner. La structure est trop en souffrance, le tendon est trop inflammé, la contracture elle est énorme, ton disque il vient de prendre, il vient de subir un impact, voilà. Et en fait, pour nous c'est notre rôle, c'est de devoir assez vite diagnostiquer et renvoyer. Donc après, il y a alors pas des manips magiques, mais il y a des manips qui font vraiment du bien. Typiquement des contractures musculaires fraîches, on arrive à les soulager assez vite. Mais des fois, en effet, comme tu dis, en une séance, tu lui dis, bah là, malheureusement, on pourra pas soigner. Voilà, c'est comme une plaie, hein, si une plaie ouverte, en fait, tu peux accélérer la cicatrisation, mais on va pas non plus la refermer Ouais. totalement. Voilà. Donc en gros, voilà, ça va dépendre vraiment des demandes, mais de plus en plus, on n'hésite plus à conseiller vraiment à l'athlète d'arrêter mais au début, on était un peu frileux, on disait, ouais, mais bon, il a payé, ouais, il a payé, etc. Mais on reste professionnel et on peut pas le Mm. renvoyer tout le temps au charbon, même si lui, il en a envie, quoi. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Je pensais pas que justement vous conseillez d'arrêter. Je pensais que vous étiez vraiment dans un protocole de soins et d'essayer de faire que la personne puisse finir le week-end. Alors Mais oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est enfin, l'objectif. si le mec il est pété, quoi. Enfin, il va pas aller s'exploser encore plus, quoi. Mm. Ça peut nuire vraiment à sa santé pour plusieurs mois, quoi. Ouais, Donc ça, ouais, faut mais éviter. mais le but de base, c'est ce que tu as dit quand même, hein, c'est de l'aider à finir au mieux. Et s'il met pas son corps en danger, il y a aucun problème. Et on va justement lui dire, bah écoute, nous on est là pour aider, reviens quand tu peux, etc., etc., quoi. Mm. Ouais, je me doute. Et sur un week-end comme ça, bon, on est encore un peu sur la compétition, on va passer après au quotidien d'un crossfitter plus tard, mais sur un week-end comme ça, combien de personnes vous voyez sur un week-end? Et bah c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. T'es pas obligé de me donner un chiffre, tu peux me dire peu, beaucoup ou très beaucoup, tu vois. Beaucoup, beaucoup. En vrai, ça va. C'est rare qu'on s'ennuie. Ça Ouais. déjà, c'est et ça va dépendre aussi des watts. Ça va dépendre de la prog. Généralement, les progs sont assez intelligents. C'est-à-dire que le samedi, c'est une compète samedi dimanche. Le samedi matin est plutôt tranquille parce Ouais. que les organisateurs commencent pas par un RM deadlift, tu vois. Donc c'est quand même souvent bien pensé. Et c'est ce qu'on dit aux organisateurs. Des fois, quand ils nous demandent est-ce que vous avez eu du monde et qu'on dit bah pas tant que ça, on leur dit c'est que votre prog est plutôt bien réfléchi du coup. Mm. C'est pas forcément voilà. Donc on envoie globalement le samedi à partir du samedi midi, c'est compliqué d'aller manger un bout quoi jusqu'au dimanche soir parce que du coup bah, ça s'enchaîne et en plus on met en place de différents types de prestations, soit uniques, soit en passe illimité et donc ces gens-là peuvent revenir régulièrement. Une fois qu'ils ont pris leur passe illimité la première fois, ils viennent régulièrement. Et, Ah ouais. et dans ce cas-là, à partir, ouais, généralement samedi 11h midi,
ça commence à partir un peu en, en cacahuète. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais du coup, moi, j'ai des amis un peu dans la santé aussi, donc je vois un peu des fois ce qu'ils me racontent. Est-ce que en compétition, il y en a certains, vous les voyez arriver, vous dites, ah, putain, v'là le relou de service. Lui, je sais qu'il va être là tout le week-end, il va me gonfler, il a rien, ou c'est très souvent un peu pas du chiquet, parce que je pense que s'il a une douleur, machin, mais tu sais, il y en a certains, ils aiment bien un peu se faire manipuler, Eh oui, voilà. Est-ce qu'ils se disent que ça va les aider à performer? c'est Est-ce qu'il ça. y en a aussi Ah oui. en CrossFit? Oui, mais on les aime Ah, quand même. Mais il y en a, ouais. Il y en a. Ouais, bien sûr. En fait, c'est. Mais en CrossFit, je pense. Tu me diras dans les autres sports aussi. Je pense qu'il y a dans tous les sports, t'en as qui, t'en as qui abusent un petit peu. Euh, Tu le vois pas forcément au début, mais au bout d'un moment, tu te dis mais quand même, pour quelqu'un qui avait juste une petite tension, tu viens beaucoup. Et en fait, ouais, si, t'en as forcément. Ou alors après, t'arrives pas forcément des fois à déceler le vrai du faux. Bon, tu t'en doutes au bout d'un moment. Mais sur la première séance, des fois, ils cachent bien leur jeu et tu les revois 4-5 fois. Et à chaque fois, au bout d'un moment, quand il arrive dans le stand, il se fait chambrer, quoi. Oh non, ouais. encore lui. Et tout le monde le chambre sur le stand. Mais voilà, ça reste tout le temps bon enfant. Mais oui, t'en as forcément. Et t'as Et l'inverse dans le... aussi. T'as le mec qui veut pas Ouais, venir même s'il peut plus bouger. C'est- c'est vrai. Et c'est vous qui allez le chercher pour lui faire faire une non, séance? non, lui dit tu fais ce que tu veux. Hein, je sais pas. Mais il y en a des fois, ouais, on a les deux opposés. Hein. Et en Ah, CrossFit tu m'étonnes. surtout. Bah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est vrai qu'il y a un peu il y a plein de gens déjà. En plus, c'est multiculturel le CrossFit. Je trouve il y a plein d'horizons, il y a plein de gens d'un peu partout qui viennent. Donc ça, c'est trop cool. Bon, là, on a parlé du relou qu'on peut se moquer un peu parce qu'il a mal. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des gens bon, vraiment pas sympa, quoi. On a l'impression que le CrossFit, c'est une énorme communauté où tout le monde est cool, tout le monde est gentil avec l'autre. Est-ce que des fois, ça vous est arrivé de tomber sur des gens vraiment pas cool, quoi, qui vous ont pas respecté, qui vous ont un peu embêté dans votre travail, quoi? Bah, je vais te dire une phrase de bisounours, mais franchement, non. Ok. Ça me vient pas du tout. Alors, peut-être mes collègues, mais franchement, moi, ça m'est jamais arrivé. Et même mes Ah, bah, collègues ça me m'ont dit, rassure, ça me rassure. En tout cas, ça me non, rassure. franchement. Alors, il y en a certains, des fois, qui vont pas parler ou qui vont, mais Mm. désagréables, j'en ai jamais. Je pense plus que ceux qui nous parlent pas trop, et c'est de la timidité, etc. Hein. Il y a pas de, Ouais. il y a jamais de mauvais regard ou autre. Mais et puis même généralement, bon, ça arrive qu'il y ait la queue, donc on s'excuse, etc. Mais on n'a jamais eu des gens qui ont été soit agressifs, soit hautains, soit ouais. Pour le coup, c'était ma grande surprise. J'avoue que quand on a commencé les compètes, j'ai dit bon bah il va y avoir son lot de pénibles. Mais c'est plus comme tu disais les pénibles rigolos qui viennent trop que vraiment les gens agressifs etc. Et puis si c'est le cas, dans tous les cas. Bon, on leur dit, bon, écoute, je sais pas, hein, si t'es pas Ouais. satisfait, juste à partir, il n'y a pas forcément besoin de créer de conflit. Enfin, voilà, on n'a jamais eu d'athlètes qui nous ont posé des problèmes, en tout cas. Ouais, top. Bon, ça c'est bien, mais en même temps, si les mecs ils sont stressés et qui vous embrouillent, t'as qu'à lui répondre, t'es pas au games, Oui, en c'est plus, bon, ouais. détends-toi. C'est ce qu'on leur dit pour qu'ils arrêtent quand ils sont blessés. Ouais, voilà. C'est Non, pas la non, clé mais pour c'est. les games, donc, Ah tout bah à fait. oui, oui, oui. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et bon, ça, c'est les petites questions que moi je me demande, mais est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu saugrenues, tu vois, des trucs complètement fous, des blessures incompréhensibles, ou des gens qui peut-être même s'inventaient des blessures, je sais pas. Alors, ça inventer des blessures, du coup, je sais pas trop. Ouais. On a eu une ou deux personnes qui avaient fait ouais, des crises, comme une espèce de crise d'angoisse. Ah ouais. Alors, ouais, parce qu'en fait, des fois, quand ils arrivent sur le stand, ils commencent à se faire soigner, ils lâchent une tension qui est en eux. Et des fois, en fait, les personnes vont pleurer ou un petit peu se mettre dans des états qui sont waouh. On se dit, mais attends, mais. Et en fait, c'est plus, ouais, dans ce type-là, ce type ça nous est déjà arrivé quelques fois, parce que je me Ah mets ouais. tellement de pression qu'en fait, quand elle arrive et que elle relâche un peu, et des mecs qui se sont fait des blessures, pour moi, on n'a même pas eu besoin de dire qu'ils devaient arrêter, ils voulaient y retourner, quoi. Dire, le mec il se fait un croisé, on teste. Pour nous, c'était le croisé, le genou était déjà gonflé. Ah, j'y retourne. Bah, non, je veux dire là, tu ne peux même pas poser le pied par terre ou tu marches, le genou il lâche. Mais le mec voulait vraiment y retourner. Ouais, des fois, on a des gens qui sont dans un. Ouais, ils rentrent dans avec. Je finis la compète, quoi. Mais non, sinon, après, Oui, si on a eu des gens qui veulent des straps ou des tapes de façon particulière qui n'ont aucun effet biomécanique, mais bon, si jamais, c'est plus des demandes de ce type-là. Mais Ok. après,
pas trop. Ouais, c'est souvent des gens qui se rendent pas compte du degré de leur blessure, quoi. Ou le mec qui s'est fait une entorse, pareil, il y a des box jump derrière et qui veut que je le strap pour faire des box jump alors que il pose pas le pied. Donc c'est pas un strap, c'est pas voilà, c'est pareil, il y a pas d'anesthésiant dedans, donc voilà, c'est plus des demandes qui sont irréalisables en fait. J'ai l'impression quand même que le strap aujourd'hui, tu sais, ça a un peu pris. Moi, j'ai commencé par le hand, donc tu vois, c'est pour ça que je te juge pas sur le foot. J'ai commencé par le hand, donc je connais bien un peu les sports collectifs. Et tu sais, il y avait un peu ce grand truc de la bombe de froid. Tu sais, quand tu prends un coup, petite bombe de froid, et puis c'est bon, t'es reparti, t'as plus mal. J'ai l'impression que le strap a un peu pris la place de la bombe de froid maintenant. Tu sais, les gens, ils veulent strapper tout et n'importe quoi, un peu tout le temps. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bah là après c'est pareil, t'en as qui veulent se strapper alors y a aucun intérêt. Alors je trouve que en effet déjà le froid ça s'est bien calmé au niveau de tout ce qui est bombe de froid. En effet les gens mettent plutôt du baume du tigre. Ils ont tendance à mettre surtout le baume du tigre. Ça c'est plus que le strap, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui leur fait du bien, qui touche quelque chose qui chauffe avant. Alors au-delà du strap, je dirais plus. Alors je sais pas si je pense que t'as la nuance entre le tape et le strap. Oui. Plus le tape, ouais. En effet, le tape a pris la place un petit peu de tout ça. Le strap reste quand même, je trouve, utilisé modérément. Mais le tape, on en voit de plus en plus. Des fois, j'avoue que j'en vois et je me demande à quoi il sert quand je les vois sur certains athlètes. Je comprends pas trop. Mais bon, en effet, je pense qu'il y a un effet qui est un peu placebo des fois sur certains athlètes qui l'utilisent pas forcément de la meilleure des façons, quoi. On est d'accord que bon, le tape, moi, je vois ce que c'est ces fameux scotch bleus qu'on voit sortir de certains t-shirts ou des fois noirs. On est d'accord que c'est plus ou moins de l'aide pour aider musculairement des muscles qui pourraient avoir 2-3 soucis, 2-3 fébrilités. On rajoute du tape pour justement un peu aider, mais ça va pas compenser le muscle, quoi. On est d'accord. Ouais. Hein, c'est Voilà. très grossier ce que je viens de dire, mais voilà, c'est à peu près ça. En gros, ça vient donner des informations, ce qu'on appelle proprioceptives au niveau des récepteurs, pour améliorer un mouvement ou améliorer un contrôle musculaire. Voilà. Mais il n'y a pas un aspect de blocage comme peut avoir un strap. On va venir limiter une amplitude. Un tape limite absolument rien. Ça améliore, comme tu l'as dit, la contraction musculaire. Mais il n'y a pas d'effet vraiment de blocage. Voilà, ça bloque absolument rien, un tape. Ok, je vois totalement. Moi, j'étais adepte du strap, du coup, au hand. Fallait bloquer les doigts quand il s'était retourné, tout ça. T'as dû en faire une petite luxation des doigts, là. Voilà, exactement. Tu les connais. Bah, ils sont d'ailleurs tous de travers aujourd'hui, mais bon, bref, c'est un autre détail. Non, mais plus sérieusement, tiens, si on parle un peu du quotidien, si on sort un peu de la compétition, moi, il y a une question que je me pose réellement et que je me pose assez souvent, c'est est-ce que en France, on fait absolument, est-ce qu'on fait assez attention à notre santé quand on est sportif ou quand on ne l'est pas d'ailleurs, c'est très important. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en France, on va favoriser son travail, sa vie personnelle, plus que sa santé et le sport, par exemple. Tu vois, on n'est pas obligé de mettre tout ensemble, mais le sport notamment. C'est quelque chose que je constate. Il y a peu de gens, pas beaucoup de gens qui font du sport, ou en tout cas beaucoup qui essayent et qui n'y arrivent pas. Est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, c'est quelque chose que vous remarquez, c'est quelque chose dont vous discutez beaucoup? Est-ce que le sport et la santé en France, c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que les Français font pas ces efforts-là? Alors, oui. Après, nous, on est un peu biaisé par le fait d'être dans le CrossFit où c'est l'inverse. Ouais. Les gens font limite trop. Donc du coup, dans le CrossFit, c'est vraiment à part par rapport à ta question parce que je trouve que c'est limite l'inverse. En fait, les gens se rendent pas compte que justement le corps a besoin de repos. On a énormément de crossfitters qui ont un volume par rapport à leurs attentes en fait. Comme tu dis, ils font pas les games, mais ils s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Donc CrossFit, c'est à part. Mais de manière générale, en fait, je trouve que ça reflète assez bien la société. C'est-à-dire que pour moi, à l'heure actuelle, ce que je constate chez mes patients, c'est que c'est tout ou rien. Soit c'est des mecs ou des nanas qui font énormément de sport. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de personnes qui me disent je fais un petit footing dans la semaine. Maintenant, de plus en plus, ça va être des gens qui courent 4-5 fois. Je prends l'exemple de la course à pied. Ou alors qui font aucune activité physique. On a vraiment les deux extrêmes. On a de moins en moins de gens qui font du sport d'entretien. De manière générale, je pense que tu l'as dit, il y a moins de gens qui font du sport par rapport à avant. Donc c'est vrai que ça nous inquiète un peu et nous on essaye de le mettre en avant, de mettre les bienfaits de l'activité physique, mais
Mais en fait, on a des extrêmes. Vraiment, on a des extrêmes. Et certaines personnes qui viennent au cabinet, je leur dis, mais non, mais là, pour le coup, t'en fais vraiment. Là, pour le coup, c'est trop, en fait. Quand on met tout bout à bout à la fin de la semaine et que j'explique les contraintes mécaniques sur le tendon responsable de cette douleur, en fait, je lui dis, là, il y a trop de charges. Et à l'inverse, j'ai d'autres discours totalement opposés avec une personne qui arrive et qui est plutôt sédentaire et qui va avoir un mal de dos. Je vais lui dire, non, mais là, pour le coup, il faut en faire plus. On a vraiment deux extrêmes. Mais mais après, moi je te dis, je pense que je suis biaisé par le fait d'être plutôt kiné du sport et d'avoir des gens qui se bougent quand même. J'ai beaucoup d'actifs, donc je pense que je suis biaisé, mais de manière générale autour de moi, en effet, il y a quand même moins de gens qui font de l'activité physique. C'est vrai que c'est dommage. On parlait tout à l'heure avant la vidéo des Jeux Olympiques qui avait remis un petit coup en avant, mais je pense qu'il manque quand même de structure et d'accompagnement dans le sport en France, quoi. Ouais, toi, en tant que kiné du sport, je prends parce que c'est intéressant de t'avoir en tant que kiné du sport. Bon, là, c'est un débat un peu plus de société, mais on parlait des JO effectivement avant de commencer. Quand tu vois que l'enveloppe alliée, enfin donnée au sport, a été réduite juste après la partie des JO, donc évidemment, bon, il y a des histoires en mode mais comme c'était pour les JO, il y avait une plus grosse enveloppe, là on l'a réduit. Et par exemple, qu'on voit que aussi au lycée ou au collège, je crois, les cours de sport sont arrêtés. Toi, en tant que kiné du sport, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être faire plus de sport à la population dès le plus jeune âge, essayer d'aller mettre de l'argent dans le sport, ou est-ce que finalement, faut réussir à dire aux gens, essayer d'en faire un peu, mais pas tant que ça. Enfin, toi, en tant que kiné du sport, qu'est-ce que tu en penses de toute cette question-là qui est très vaste, hein. C'est pas une question Ouais, bien facile, sûr. mais Non, non, mais en fait, c'est pour moi de manière générale, si tu habitues très vite, donc à l'école, les enfants à faire plus de sport, forcément derrière, ils vont en faire plus en étant adultes. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le coup de collier. Pour moi, c'est chez les enfants, en fait. Quitte à enlever, mais même pas forcément enlever, parce qu'en fait, pour moi, le sport, c'est un défouloir. Donc, en fait, enfin, moi, étant jeune, en plus, j'aimais le sport, mais les heures de sport me posaient pas de problème. Il y a beaucoup de mes camarades de l'époque où, quand on allait en sport, c'était quand on était petit et qu'il y avait, voilà, c'était trop bien. Donc, en fait, je trouve ça hyper dommage, en effet, parce que si on crée une population plus sportive, on créera une population avec beaucoup moins de problèmes sédentaires, qui sont quand même les problèmes numéro un, parce que là, on parle de tendinite, etc. Mais dans les cabinets, en fait, numéro un, ça va être le mal de dos, ça va être les douleurs cervicales de quelqu'un qui travaille dans un bureau. Ça reste quand même des douleurs très très récurrentes. Et en fait, quelqu'un de sportif, quelqu'un qui va être assis toute la journée, mais qui derrière va faire une séance de sport, va être beaucoup moins blessé. Donc en fait, même pour le budget général, je pense que il y aurait moins d'arrêts de travail, il y aurait moins de soucis, en fait, et ça créerait une population plus active. En effet, je pense que, je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais je pense que non. c'est, Oui, bien sûr. c'est- Bien sûr. Non, ça, non, mais t'as 100% raison. Je suis d'accord avec toi. Je partage ce que tu dis. Et puis pareil, bon, après ça c'était sur le ton de la vanne, mais j'ai un ami qui est kiné qui m'a dit un jour, tu sais, Quentin, moi dans mon cabinet, je vois des gens, ils ont une connaissance du corps, c'est terrible, quoi. Tu leur demandes de faire un squat, ils lèvent la tête. ouais, Donc voilà, en tant que kiné du sport, toi tu vois beaucoup de sportifs, donc je savais pas, mais tu hoches la tête, donc ça veut dire que ouais. il a raison en faisant une blague. C'était quand même en grande partie vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients de leur corps, quoi. Ah ouais, c'est un truc vraiment, ça c'est dingue, hein. Vraiment, des fois j'arrive même pas à faire prendre conscience de mouvements que je veux. Je dis, mais en fait, je sais pas, je te demande de fléchir le coude, tu me lèves l'épaule. Je sais même pas comment t'expliquer que c'est pas ça. Je lui fais sur lui, mais après derrière ça va être encore mal fait. Mais des fois j'arrive même pas à comprendre comment expliquer un mouvement logique, en fait. Ouais. Et quand on en est là, des fois, je me dis dans ma tête, c'est vraiment de la rééducation, en fait. Faut Ah ouais. apprendre, modifier le schéma corporel schéma moteur du bonhomme, quoi. Et c'est vrai que c'est inquiétant, hein, quand on arrive là. C'est fou. C'est fou. Et puis du coup, tu dois avoir un peu, toi, en tant que kiné du sport, tu dois avoir un peu les deux opposés. Donc effectivement, ces patients-là qui, eux, sont pas très conscients de leur corps, et des sportifs euh, qui se veulent sportifs, et là je remets des guillemets, de haut niveau, qui ont un peu une éducation, qui ont un peu regardé sur Internet comment se soigner, etc. Et qui arrivent et ils sont persuadés d'être doctorat, bac plus 7, d'avoir fait les mêmes études que vous, et vous apprennent un peu votre métier. Du coup, il y a ces deux cas-là aussi, c'est ça? Ouais, il y a ces deux cas-là. Après,
je pense que moi j'en ai eu au début. Ouais. J'avoue des gens qui pensaient tout savoir ou qui me faisaient pas spécialement confiance. Je pense que peut-être avec l'expérience, ça le fait de moins en moins. Ouais. Après parce que ça fait longtemps que je suis dans mon cabinet aussi, donc j'ai soit la connaissance d'eux ou des gens que je connais directement. Donc s'ils viennent, c'est que déjà ils ont ils sont venus voir spécifiquement. Donc du coup, peut-être que là, j'ai des gens qui m'écoutent plus, j'ai le sentiment en tout cas. Mais en effet, il y en a des fois. Ah oui, parce que quand je fais ça, je mets l'attention sur tel tendon. Je dis non, c'est pas du tout ça. Laisse-moi finir ma phrase. Ou laisse-moi. Parce qu'en plus, moi j'aime bien expliquer généralement l'intérêt de tel ou tel exercice que je prescris ou que je montre à un patient, et des fois c'est vrai que c'est pas la raison évoquée est pas bonne du tout. Et les croyances, c'est dur de lutter contre les croyances parce que des fois ils arrivent avec des croyances, et même si on leur dit là typiquement c'est pas bon, la personne va continuer à la faire quand même, et pour changer une croyance c'est pas évident. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tiens, quelle est la pire croyance, celle que t'aimerais tuer là vraiment, t'es paf, lui mettre une énorme balle en pleine tronche, pardon, enfin c'est peut-être pas le meilleur terme, mais vraiment abattre cette croyance-là, laquelle il faudrait faire tomber là. Aujourd'hui, si t'avais sur le podcast, t'as quasiment 1000 personnes qui t'écoutent, s'il y a 1000 personnes qui peuvent arrêter de faire un truc, c'est quoi? De s'étirer bien fort après une séance pour enlever les courbatures. Ça c'est la base. C'est vrai que ça existe encore, ça? Ouais, il y en a, il y en a. Il y en a. Ouais, il y en a encore beaucoup. Hein. Mais en fait, quand tu es pas dedans, tu te dis bon, c'est un peu passé cette croyance. Mais s'étirer vraiment, plus il s'étire, moins ils auront de courbatures. Ça c'est la croyance numéro 1, je pense. Mais en plus, on est d'accord que cette croyance-là peut les emmener à aller vraiment se déchirer. On les voit beaucoup, les runners qui finissent leur course et qui s'étirent le quadriceps. C'est le meilleur moyen de le faire péter, de s'étirer comme ça après une course, non? Alors c'est d'augmenter les lésions si courbature il y a. En fait, ouais, ça peut augmenter les courbatures. Normalement, il n'y a pas de risque, sauf s'il va vraiment fort. Mais sinon, les étirements sont normalement conseillés de très faible durée et de très faible amplitude, éventuellement. Mais généralement, ils s'étirent bien en grosse amplitude, bien longtemps. Donc c'est ça le problème. C'est que là, on n'est pas bon. Et ça, c'est très fréquent. Et après, il y a la personne qui arrive et qui dit je comprends pas, pourtant j'ai rien fait. Et ça aussi, c'est une croyance. Les gens pensent qu'en faisant rien, on se fait pas mal. Mais justement, le corps est fait pour bouger. Et c'est en faisant rien qu'on se fait mal, justement. Et ça, c'est très souvent, ils arrivent je comprends pas, pourtant j'ai rien fait. Ouais, ouais, puis après, quand tu poses 2-3 questions, tu te rends compte qu'ils ont pas forcément rien fait. Voilà, il y a ça aussi. En fait, j'ai juste fait 5 heures de jardinage. Ah oui, du coup, j'ai pas rien fait, quoi. Tu m'étonnes. Mais tiens, d'ailleurs, pour contrer les courbatures, parce que bon, on est crossfitter, on en a tous, hein, évidemment. D'ailleurs, moi, j'ai un petit 25 points là qui m'a laissé quelques petits chatouillis au niveau des épaules. Mais non, mais pour le coup, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer les courbatures? Moi, on m'avait toujours raconté que l'eau froide sur les jambes, par exemple, c'est exceptionnel pour retirer les courbatures. Et c'est vrai que quand je courais beaucoup, ça marchait plutôt pas mal. Alors après, je vais dire un truc bateau, mais pour éviter les courbatures, c'est l'entraînement régulier. En fait, de base, si tu fais rien, bon ça, c'est les trucs de base. Ce qui marche le mieux, mais c'est pas facile à mettre en place, c'est l'alternance chaud-froid. En fait, d'alterner le chaud, le froid, le chaud, le froid. Je parle pour les jambes, typiquement, ça marche bien. Ça marche mieux que le froid pur. Après, on va avoir tous les trucs basiques, hein. Hydratation. Là, c'est le truc bateau, mais si tu hydrates pas assez, voilà. Si le soir on boit 2-3 canons, c'est encore pire le lendemain. L'hydratation, l'alimentation. Mais bon, les courbatures de manière générale sont des micro-lésions, donc une fois qu'on a fait ces micro-lésions-là, on peut un peu les atténuer. Mais voilà, ça reste des micro-lésions musculaires. Donc une fois qu'elles sont faites, on les ressent pas tout de suite, généralement le lendemain ou sur 48 heures. Mais de manière générale, une fois que les micro-lésions sont faites, on peut les atténuer par tout ce que je viens de te donner comme utilité. Pareil, surélever les jambes, si vous avez une presso, etc. Ça va atténuer, mais ça, voilà, si vous avez fait des micro-lésions, si t'as pas fait du bench pendant 3 mois et que tu fais une séance 4x10 de bench, tu auras des courbatures au pec, même si tu plonges dans un bain froid et un bain chaud, quoi. Ouais, et puis là, pour aller chercher bain chaud, bain froid au niveau des pecs, bon courage, messieurs, hein, et mesdames. Il y en a. Faut y aller dans la cuve, hein. Celle-là, elle fait pas plaisir. Il y en a qui hésitent pas. Évidemment. Tiens, je voulais finir avec, entre guillemets, 2 petits cas cliniques.
que j'ai inventé là cet après-midi en écrivant l'épisode. Je vais te donner 2 profils de personnes, donc 2 petits personnages que j'ai inventés. Donc le premier s'appelle Stéphane. Voilà, enchanté Antoine, je m'appelle Stéphane. J'ai 45 ans. J'ai 45 ans et mon coach arrête pas de me dire que je manque de mobilité au niveau des épaules, notamment sur mon snatch, hein, évidemment. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut toujours être mobile après 45 ans ou est-ce que c'est plus dur? Combien de fois d'ailleurs aussi il faudrait que je fasse de la mobilité pour avoir la souplesse d'un jeune homme? Alors, déjà, est-ce que c'est vraiment les épaules? Parce Ouais. que, en effet, les épaules peuvent poser problème sur tu m'as dit snatch, hein, c'est ça, hein. Ouais. Mais il y a aussi, Prenons que le snatch parce que sinon ça va être trop ça va compliqué. être trop compliqué. Mais sur le snatch, on a également l'extension thoracique qui est hyper importante. Donc généralement, en fait, c'est des personnes qui peuvent être mobiles de l'épaule, mais manquer d'extension thoracique, de manque de mobilité lombaire, manque de mobilité de hanche aussi. En fait, ça peut être le phénomène de compensation. Est-ce que vraiment ça vient des épaules? Donc, il faudrait faire un bilan, etc. Bien bilanter que c'est vraiment l'épaule qui pêche ou pas. Mais pour répondre à la question, oui, en fait, c'est modifiable. Alors, on va pas se mentir, plus on prend de l'âge, plus ça prend du temps. Il y a aussi les paramètres génétiques, c'est-à-dire que malheureusement, on n'est pas tous pareils. Et quelqu'un qui a vraiment une très mauvaise mobilité d'épaule, bah, ça prendra plus de temps et ça sera peut-être pas aussi bien que quelqu'un qui fait de l'haltéro et qui est hyper mobile depuis ses 15 ans. Hein. Donc, on peut toujours améliorer la mobilité. Il faut juste être patient et surtout pas vouloir des résultats trop vite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'améliorer petit à petit. T'as pas devant toi l'exemple de mobilité dingue, hein, on va pas se mentir. Tu demanderas à Jojo de Kanda qui se fout tout le temps de ma gueule. Mais je suis pas hyper mobile de manière générale, mais c'est quand même bien mieux. Mais ça demande de la régularité. Ça demande de la régularité et de la bosser en spécifique. Et des fois, certaines personnes sont pas forcément peu mobiles, mais en fait n'exploitent pas leur mobilité. C'est-à-dire qu'ils vont pas Okay. avoir un recrutement musculaire dans les amplitudes nécessaires. Donc en fait, on va pouvoir y aller en passif, on va pouvoir mobiliser, mais ils vont pas avoir de contrôle moteur dans ces amplitudes-là. Donc ça va être d'accompagner la mobilité, de travail de contrôle moteur de fin d'amplitude pour venir libérer cette mobilité-là. Et ça se demande régulièrement. Typiquement, si ça te gêne sur le snatch, il va falloir faire la mobilité avant, débloquer sa mobilité. Et plus on vieillit, et plus il faut un temps d'échauffement long pour aller venir débloquer ta mobilité qui te sera nécessaire pour ton snatch. Ça demande de la patience avant chaque entraînement et de la régularité, de manière générale. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Donc ça, c'est une question que je me posais, si la mobilité bougeait avec l'âge. Donc tu nous l'as plus ou moins dit, elle bouge quand même un peu avec l'âge, mais tu peux quand même retrouver toute une amplitude si tu t'échauffes bien avant, si tu fais une bonne grosse séance de mobilité, en plus de tout le travail qu'il y a à côté. Ouais, ça peut prendre du temps, hein. Ça prend des mois, voire des années, quand même, des fois. Mais bon, si on l'explique dès le début, voilà. Et puis qu'il y a des limites. Il y a des limites, forcément, on peut pas non plus devenir hyper lax. Nos ligaments changeront pas de physiologie non plus à ce point-là, quoi. Ok, et là du coup j'ai un deuxième cas. Bon, je t'avais prévenu en avance sur celui-là. Je vais pas lui donner de prénom parce que j'ai peur de me mettre à dos beaucoup de personnes. Mais disons que j'ai 30 ans, allez, un peu moins, 29 ans, 28 ans. Je m'appelle Kevin. Allez tiens, hop, paf, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans. Pardon à tous les Kevin qui écouteront T'as donné ce un prénom, podcast. c'est bon, c'est mort. Voilà, pardon, je suis désolé. Mais moi, je comprends pas, j'ai mal à l'épaule, mais la mobilité, c'est pour les nazes. L'échauffement, vite fait. Et le renforcement, c'est bon, c'est pour les guignols, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on lui dit à Kevin? Alors, Kevin, alors déjà, il vient chez le kiné, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Le numéro 1, c'est qu'il vient. Eh bah, Kevin, je lui dis continue comme ça, mon gars. Continue, c'est très bien. Comme ça, tu vas vraiment te péter. Et en plus, comme ça, moi, ça m'arrange. Je gagne du temps, de l'énergie. Et je récupère des séances de kiné derrière. Non, On rééduque. Mais ouais, il y en a des comme ça. Et le pire, c'est qu'en fait, ils te le disent pas. Ils te disent, ouais, je vais le faire. Et tu le revois. Et tu dis, t'as pas fait. Non. Pourquoi? Bah, tu vois bien. Il va pas le dire comme ça. Il va te tourner parce qu'il a pas le temps. Alors qu'il finit à 15h30 et qu'il bosse à la poste. On est certains comme ça, ils se reconnaîtront. Mais et donc en fait, bah là, généralement tu rigoles un petit coup quand même à l'intérieur de toi et tu dis j'ai rien à perdre au final.
et rien à perdre. Non, voilà. J'ai cherché un deuxième extrait un peu plus, enfin un deuxième cas clinique un peu plus sérieux, mais je trouvais ça trop drôle de mettre Kevin aujourd'hui, Kevin. donc Ouais. on les connaît tous. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, je pense, en plus dans cet extrait-là. Tout à fait. Tu m'étonnes. Bon bah merci beaucoup Antoine, merci d'avoir parlé un peu de Eric Santé. Merci à toi. Est-ce qu'il y a déjà des compétitions là sur lesquelles vous allez être bientôt, si jamais les gens ils veulent vous retrouver? Ouais. Alors on sera au mois de mai au Lyon Showdown. Ok. Et les BGR Contest Bergerac. Et voilà, c'est les 2 prochaines où on se verra. Et nos amis du Sud, on se verra au Cannes Showdown aussi. Ok. Voilà. Et ben voilà. De l'année. Vous pouvez noter 3 belles compétitions. Elles sont belles, hein. Franchement, les 3 sont super compètes. Ouais, voilà. T'as raison, on en entend parler de plus en plus, donc franchement des belles compétitions. Donc allez retrouver toute l'équipe de Eric Santé. Donc voilà, si vous avez des petits bobos pendant la compétition, ils vont vous rejoindre, ils vont vous aider, ils vont vous soigner, on l'espère au maximum en tout cas. Et si jamais ça met en danger votre santé, Antoine nous l'a dit tout à l'heure, ils vont faire en sorte de vous le dire et éviter que vous alliez plus loin pour encore plus vous péter et que ça dure pendant très longtemps. Sauf pour Kevin qui lui l'aura mérité. Kevin, il va faire des tendinites sur tendinites, c'est pas grave. C'est clair. Bon bah merci beaucoup Antoine, merci beaucoup pour ton sourire et ta bonne humeur, c'était génial d'échanger avec toi. Et puis bah nous on se dit à une prochaine en compétition, j'espère. Merci Quentin, c'est gentil, à bientôt. Ciao. Ciao. Razors off, Willie Shores, Viva la France! Wow! In 6th place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Vive la France, they are going back to Madison. Is trying to go to the CrossFit Games for the first time, and he needs wins to get there. Victor Hoffer in front of the home crowd.